L'État a pour rôle premier de protéger les citoyens dans leurs interactions. Les activités économiques de longue date sont à la fois porteuses de bénéfices, mais aussi pour certaines de risques. Et c'est son rôle, effectivement, de mettre en place des dispositifs qui permettent de prémunir ces risques. Bien entendu, c'est le cas pour les activités nucléaires et les risques radiologiques, mais ça concerne chacun d'entre nous dans des situations bien plus courantes et bien plus banales de la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple, celui de la conduite automobile. Ça présente des bénéfices évidents, agilité, rapidité, mais aussi des risques. Risques pour soi-même, risques d'accident pour les autres, risques également de pollution environnementale. Pour cela, l'État a tout simplement mis en place un dispositif autour du code de la route, autour du contrôle technique qui permet de vérifier que les véhicules restent tels qu'ils ont été un jour conçus, et aussi l'habilitation des conducteurs à travers le permis de conduire. Mais finalement, cette réglementation, elle est très prescriptive. Pour vous dire que vous conduisez de manière sûre, on vous dit ne dépassez pas 90 sur la route, ne dépassez pas 50 en ville. Par contre, chaque risque dans la vie courante, finalement, n'a pas les mêmes besoins de protection et de système de contrôle. Pour y voir plus clair sur quels besoins en face de quel risque, je vous propose de prendre connaissance de ce que nous raconte le baromètre. Le baromètre de l'IRSN, depuis 30 ans, nous renseigne sur la perception par les Français des risques et de la sécurité. En matière de ce qui prédomine dans ce baromètre, depuis une dizaine d'années en France, et ce n'est pas surprenant, ce sont les risques de type économique, la crainte du chômage, la crainte de la précarité, qui sur longue période sont ceux qui sont les plus élevés. Les suivent de près, depuis 2-3 ans, la menace terroriste. Parmi ceux-là, des risques plus technologiques, et parmi lesquels le nucléaire, sont plus, je dirais, dans une zone de préoccupation basse. Pour autant, lorsque l'on regarde de plus près le baromètre et que l'on interroge les Français sur ce qu'ils craignent le plus en termes d'événements catastrophiques, alors là, le nucléaire sort en premier. Ils ont en tête Tchernobyl, ils ont en tête Fukushima, ils ont en tête finalement un potentiel de catastrophe que peut générer un accident grave nucléaire, bien au-delà de ce que d'autres catastrophes ont pu provoquer, comme les tremblements de terre en Haïti ou les catastrophes industrielles à Bhopal. Et c'est cette spécificité finalement que la gouvernance des risques nucléaires et radiologiques doit prendre en compte, le fait qu'on ne peut pas se contenter, comme dans d'autres activités, d'avoir un incident ou un accident dont on tire ensuite les leçons pour faire évoluer le dispositif ou les règles. Il faut impérativement prévenir. Pour être en situation de prévenir au mieux un accident nucléaire et radiologique avant qu'il ne survienne, il faut 2 ingrédients. Il faut une réglementation par objectif d'une part, et il faut 4 familles d'acteurs autour de cette gouvernance. Une réglementation par objectif, c'est précisément une réglementation qui permet à celui qui conduit son véhicule d'interpréter les conditions. S'il y a du brouillard, il doit faire plus lentement que 90. S'il y a beaucoup de monde en ville, il doit faire beaucoup moins que 50. Et au contraire, si l'autoroute est dégagée, il peut rouler plus vite. Et de cela, il faut qu'il en apporte la preuve et la démonstration à ceux avec qui il dialogue. Donc quels sont les 4 acteurs de ce dialogue? Au premier lieu, c'est l'exploitant, c'est l'industriel, c'est celui qui connaît son installation dans ses plus infimes détails et qui doit être en situation de démontrer à l'État et aux différents acteurs qu'il en maîtrise tous les tenants et les aboutissants, qu'il en apporte la démonstration au moment où la centrale est neuve et qu'il apporte l'attention nécessaire pour que, jour après jour, par des contrôles de terrain, il en vérifie le maintien au quotidien. Donc ça, c'est la première famille de ces acteurs. Le deuxième, ce sont les autorités de contrôle. Au premier rang desquelles, l'autorité de sûreté nucléaire, créée en 2006 sous forme d'autorité indépendante bien entendu des industriels et des exploitants, mais également indépendante du gouvernement, et qui a la possibilité de contrôler, de décider, d'inspecter et de sanctionner, ces décisions pouvant aller jusqu'à faire arrêter une installation si elle estime que les conditions ne sont plus réunies pour qu'elle fonctionne dans des conditions sûres. Au-delà de l'ASN, il y a bien entendu également l'autorité de sécurité, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère, différents ministères qui sont également acteurs, et donc un dialogue important entre autorités et industriels. Troisième famille d'acteurs, qui est une spécificité en France, où elle prend une grande importance, ce sont les commissions locales d'information, la société civile, tous ces gens qui s'intéressent finalement aux risques nucléaires et radiologiques au-delà de leur activité de citoyen et qui prennent une part de leur temps pour comprendre ce qu'il se passe dans les installations, ce que les exploitants peuvent venir leur expliquer en cours de réunion, et qui également sont là pour prendre part finalement au processus décisionnel,
aux prises de position, y compris dans des dossiers très sensibles. Cette particularité en France, elle nous est enviée. D'autres pays regardent comment, effectivement, on fait fonctionner une gouvernance des risques avec non seulement des acteurs scientifiques et techniques, ce qui est usuel, des acteurs de l'État, mais également une société civile à l'écoute et active. Un exemple, l'an dernier, il y a eu un dossier qui était à la fois sensible sur le plan économique, complexe sur le plan technique. C'était la question des calottes et du couvercle de la cuve de l'EPR. Mais pour autant, l'ASN, l'IRSN, l'exploitant EDF et le constructeur Areva ont pris le temps d'échanger avec la société civile sur ces sujets-là avant que la prise de position de l'autorité ne soit prise. Quatrième et dernier acteur, l'expertise publique. Elle est incarnée aujourd'hui par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Pourquoi un expert public au-delà d'une autorité? Tout simplement parce que le domaine des risques nucléaires et radiologiques a une forte composante scientifique et technique. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se contenter d'attendre qu'un accident arrive pour réagir, il faut anticiper. Et donc, on a besoin que l'évaluation des risques qui est menée par la puissance publique le soit sur des connaissances à l'état de l'art. Et ça nécessite des actions de recherche, une analyse fine du retour d'expérience. Donc c'est pour cela que qu'il y a ces 4 familles d'acteurs au chevet des risques nucléaires et radiologiques. Un dispositif qui pourrait vous paraître complexe, personnellement je le qualifierais plutôt de complet. Complet pour faire en sorte qu'à aucun moment un incident ne dérive vers un accident non maîtrisé, et en même temps, c'est un des paradoxes de la sûreté nucléaire, s'organiser et se préparer pour y faire face au cas où il surviendrait tout de même. Ce dispositif de gouvernance à 4 acteurs, finalement, il est porteur d'exigences importantes pour les professionnels qui choisissent de s'engager et d'y travailler. La première exigence, c'est celle de la rigueur scientifique et technique. La rigueur dont doivent faire preuve les exploitants nucléaires lorsqu'ils apportent la démonstration auprès des autorités publiques qu'ils sont capables de maîtriser les différents risques que peuvent présenter les installations. Rigueur dont doivent également faire preuve l'expertise publique ou la société civile lorsqu'elle challenge ces démonstrations. Cette rigueur, elle se trouve également dans un certain nombre d'échanges qu'ont les acteurs entre eux et qu'ont également les acteurs au niveau international. C'est un des points spécifiques du domaine nucléaire où, effectivement, aussi bien les industriels que les acteurs publics, autorités de contrôle, experts publics, entretiennent de nombreux échanges afin de s'informer mutuellement de tout événement, tout incident qui peut être marquant et remarquable ailleurs et qui, à un moment donné, renforce le dispositif de prévention. Tout cela constitue la rigueur scientifique et technique dont il est impératif de faire preuve. Deuxième point, c'est l'allocation et les choix de gestion. En matière de risque nucléaire et radiologique, prévenir un risque, c'est y consacrer des moyens. Ces moyens doivent être choisis parce que si vous les concentrez finalement sur les problèmes qui sont connus, là où le lampadaire est clair, finalement vous prenez le risque de vous faire surprendre par autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, encore une fois, compte tenu des conséquences d'un accident grave. Troisième exigence, celle de l'innovation. Dans ma carrière, j'ai été confronté à plusieurs reprises à rencontrer des situations où la nature, la physique, la chimie ont surpris les ingénieurs que nous sommes tous, nous du côté de l'expertise, du côté des industriels. Et effectivement, c'est important d'être capable d'innover et d'anticiper pour, encore une fois, éviter de se faire surprendre par un risque que nous n'aurions pas vu venir. Quatrième et dernière exigence, dans un dispositif où il y a 4 acteurs, finalement, l'efficacité, la performance du dispositif, elle va venir de la qualité de dialogue. Une qualité de dialogue qui s'acquiert par l'écoute, par la conviction, par la pédagogie et le respect des positions de chacun dans ce dialogue.